À peine une semaine après avoir rencontré Xi Jinping en Chine, il semble que Poutine attaque la Pologne, un pays membre de l'OTAN. C'est une énorme escalade et c'est la première fois que Poutine fait quelque chose comme ça. En fait, les gens paniquent tellement que certaines personnes sur Wikipédia modifient déjà les pages et disent que la Troisième Guerre mondiale a commencé avec cette attaque. Mais vous voyez, la Pologne savait que quelque chose allait arriver parce que, justement hier matin, le gouvernement polonais a annoncé qu'il allait fermer ses frontières avec la Biélorussie. Puis, hier soir, des drones russes sont entrés en Pologne. Alors dans cette vidéo, voyons ce que la Pologne savait, ce que fait la Russie, et où allons-nous à partir de là? Commençons par la raison pour laquelle la Pologne a fermé ses frontières. Tout a commencé lorsque la Pologne a arrêté un espion biélorusse. Voici le rapport. Les services de sécurité polonais ont arrêté un agent biélorusse et vont expulser un diplomate biélorusse accusé d'avoir aidé à l'espionnage. Le Premier ministre Donald Tusk l'a annoncé. L'opération, coordonnée avec la Roumanie, la Tchéquie, la Hongrie et la Moldavie, a conduit à des accusations d'espionnage en Pologne et en Hongrie. Peu de temps après, nous avons également eu l'annonce que la Pologne fermera ses frontières avec la Biélorussie vendredi, en raison d'un exercice militaire mené par la Russie et la Biélorussie, appelé Zapta. Ce qui est ironique, c'est que le thème de cet exercice militaire est une invasion de la Pologne, où les forces russes et biélorusses s'entraînent. Si jamais ils attaquent alors la Pologne, comment s'y prendraient-ils? Voilà pourquoi la Pologne fermerait ses frontières. En fait, le Premier ministre polonais est même allé jusqu'à dire que c'était une grande provocation. Et la nature agressive de cet exercice est la raison pour laquelle il a choisi de fermer la frontière polonaise. En plus de cela, la Pologne mènera son propre exercice militaire en même temps, tandis que la Russie s'entraîne à envahir la Pologne. Maintenant, selon le calendrier officiel russe, les exercices militaires Zappa sont censés commencer le 12 septembre. Mais il semble que Poutine ait décidé de lancer un prélude la nuit dernière en envoyant des drones attaquer la Pologne. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran, il s'agissait en réalité d'une attaque contre l'Ukraine. Comme vous le voyez, ces points jaunes sont des drones. Ils ont quitté la Biélorussie, traversé l'ouest de l'Ukraine et sont arrivés en Pologne. Et c'était vraiment la première fois que ces drones ne revenaient pas du tout. Dans le passé, chaque fois que la Russie envoyait un ou deux drones entrant accidentellement en Pologne, ils revenaient toujours en Ukraine pour attaquer une infrastructure ou un bâtiment. Mais cette fois, le nombre de drones qui sont entrés sur le territoire polonais était sans précédent. Nous ignorons encore le nombre exact, mais il dépasse 4. Et en plus de cela, ils ne sont jamais réellement revenus, ce qui a amené beaucoup de gens à spéculer qu'il pourrait s'agir de Poutine. Testez pour savoir comment les défenses aériennes polonaises réagissent lorsque les drones entrent sur leur territoire. Ici, en fait, nous avons une vidéo des dégâts présumés causés par le drone russe à l'intérieur de la Pologne. Regardons-la. Oh mon Dieu! Tout cela s'est produit tard dans la nuit, en Pologne, vers 2h du matin. Donc, l'armée polonaise a dû faire décoller des avions de chasse et fermer les principaux aéroports de sa capitale, ce qui était une première. La Pologne n'a pas eu à fermer ses aéroports depuis le début de l'invasion en 2022 du Pologne. Croyez-moi, ce n'était pas simplement un drone russe entrant en Pologne, comme nous l'avons déjà dit. C'était une très grande escalade. Les forces armées polonaises ont rapidement confirmé qu'il s'agissait d'attaques russes contre des cibles en Ukraine. L'espace aérien polonais a été violé à plusieurs reprises, et ils ont dû lancer une opération pour abattre ces drones. Dans ce rapport, on peut également voir que plusieurs villes en Pologne étaient menacées, notamment Klem, Samolsk, Lubin et Razwówk. Je sais probablement que j'ai écorché toutes ces prononciations, mais vous pouvez voir les noms à l'écran. Des moyens de l'OTAN ont également été activés lors de cette attaque, notamment un Airbus A330 de ravitaillement et de transport de l'OTAN, un Airborne Warning and Control System de l'armée de l'air italienne et un F-35 américain. Voici un extrait enregistré par un citoyen polonais montrant des avions militaires survolant à minuit. Et c'était certainement un événement rare, étant donné que personne ne s'y attendait auparavant. Alors, regardons.
Maintenant, une autre façon d'évaluer la gravité de cette attaque est simplement d'observer les déclarations faites par les dirigeants polonais. Il faut aussi noter que ces déclarations ont été faites à 4 heures du matin. Cela signifie que toute la direction polonaise a été réveillée par l'attaque. Déclaration du Premier ministre Donald Tusk. Une opération est en cours suite à plusieurs violations de l'espace aérien polonais. L'armée a utilisé des armements contre les objets. Je reste en contact constant avec le président et le ministre de la Défense. C'était la première confirmation que nous avons eue que l'armée polonaise abat effectivement des drones russes. La raison pour laquelle je le souligne, c'est que jusqu'à présent, aucun des pays de l'OTAN n'a réellement abattu de drones russes lorsqu'ils ont violé leur espace aérien. Les pays espéraient simplement que les drones atterrissent en sécurité quelque part, afin qu'ils ne causent pas de dégâts aux infrastructures civiles ou ne tuent pas de citoyens innocents. C'était la première fois que l'OTAN utilisait ses avions et défenses aériennes contre des drones russes. Tout cela parce que Poutine voulait tester la réaction de la Pologne. Nous avons également maintenant quelques déclarations de la part de politiciens ici, aux États-Unis. Et laissez-moi vous dire que les médias de propagande russes et les comptes russes n'étaient pas contents que les États-Unis fassent des déclarations à ce sujet. Alors, parlons-en. Ici, nous avons le sénateur d'Urbain de l'Illinois qui déclare « Les violations répétées de l'espace aérien de l'OTAN par des drones russes sont justes. Il avertit que Vladimir Poutine teste notre détermination à protéger la Pologne et les pays baltes. » Après le carnage que Poutine continue d'infliger à l'Ukraine, ces incursions ne peuvent pas être ignorées. Maintenant, la raison pour laquelle je vous montre cette déclaration, c'est parce que je voulais vous montrer cette réponse d'un compte des médias d'État russes sous cette déclaration. Voici ce que disait le service fédéral de sécurité. Faites donc quelque chose. Oui, bien sûr, vous avez tout fait. Sanctions. Armes pour tuer des Russes, ce qui est faux. Armes pour frapper Koursk. Que faire d'autre? Vous craignez trop de l'affronter directement. C'est pourquoi vous utilisez l'Ukraine comme punching ball. Encore une fois, juste pour rappeler à tout le monde, c'est Poutine qui a commencé cette invasion. Ce sont les chars russes qui sont entrés en Ukraine. Et pour une raison quelconque, des Russes du Nigeria, parce qu'apparemment ce compte est basé au Nigeria, ne veulent pas accepter cette réalité. Nous avons aussi une déclaration forte du représentant Joe Wilson à la Chambre, que je souhaite partager avec vous. La Russie attaque la Pologne, alliée de l'OTAN, avec des sahédrons iraniens, moins d'une semaine après la visite du président Noworsky chez Trump à la Maison-Blanche. C'est un acte de guerre, et nous remercions les alliés de l'OTAN pour leur réaction rapide face à l'agression non provoquée du criminel de guerre Poutine contre des nations libres et productives. J'exhorte le président Trump à imposer des sanctions pour ruiner la machine de guerre russe et à fournir à l'Ukraine des armes capables de frapper la Russie. Poutine ne se contente plus de perdre en Ukraine tout en bombardant des civils. Il teste maintenant notre détermination sur le sol de l'OTAN, a déclaré Poutine. La Russie n'a pas de frontières. Les nations libres et prospères vont apprendre à la Russie ce que sont les frontières. Maintenant, espérons que nous verrons plus d'actions. Au fil de la journée, nous aurons plus d'informations. Nous continuerons donc à vous apporter les dernières nouvelles. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a une théorie intéressante qui a été avancée par beaucoup de gens, à savoir que Xi Jinping aurait en fait demandé à Poutine, ou qu'il demandera à Poutine d'attaquer l'OTAN lorsque la Chine sera prête à attaquer Taïwan et à envahir Taïwan. Cette théorie s'explique simplement. Xi Jinping souhaite que Poutine détourne l'OTAN pendant que la Chine s'empare de Taïwan. Ainsi, la Chine aura une tâche facilitée. J'ai posé cette question au général Petraeus lors de son passage dans notre podcast. Voici sa réponse. C'est très intéressant. Donc je voulais que vous l'entendiez tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu récemment. Mais selon le secrétaire général de l'OTAN, quand la Chine sera prête à envahir Taïwan, elle pourrait demander ou dire à la Russie d'attaquer l'OTAN. Donc l'article 5 serait déclenché et l'OTAN, comme l'OTAN, serait occupée en Europe. Donc la Chine aurait un peu plus de facilité avec Taïwan. Est-ce probable? Poutine ferait-il quelque chose comme ça? Je veux dire, en fait, je suis très réticent à spéculer sur ce genre de scénario que les gens imaginent. En partie parce que, évidemment, j'ai occupé des postes très sensibles au sein du gouvernement. Et même si, vous savez, j'ai quitté le gouvernement il y a plus de 12 ans, je pense malgré tout qu'il faut être très, très prudent à ce sujet. Au-delà de cela, parce que cela peut avoir de réelles implications, les gens peuvent y voir plus que ce que vous vouliez réellement dire. Vous savez, ce que nous savons, c'est qu'il y a un objectif de réunification avec Taïwan. C'est compréhensible à certains égards.
si vous vous placez du point de vue de ses dirigeants à Pékin. Un certain nombre d'autres questions ont été résolues ces dernières années, comme le mouvement démocratique à Hong Kong, le Xinjiang et les Ouïghours, le Tibet et d'autres. Et c'est un objectif majeur d'héritage. Mais c'est là que la dissuasion entre en jeu et nous ne voulons jamais être inutilement provocateurs. De plus, il faut être très prudent à ce sujet, mais il faut s'en assurer. Il ne s'agit pas seulement de nos éléments de dissuasion, mais aussi de ceux de nos alliés, de nos partenaires dans la région et de nos amis, afin qu'ils soient bien conscients que, encore une fois, la dissuasion repose sur l'évaluation par l'adversaire potentiel de l'ensemble de vos capacités et de votre volonté de les utiliser. Et il faut être très assidu pour améliorer ces capacités, vraiment les transformer comme je l'ai expliqué. Encore une fois, il s'agit de passer de quelques grandes plateformes très dotées en personnel à de nombreux systèmes sans équipage. Cela ne signifie pas pour autant la disparition des grandes plateformes performantes. Vous n'allez tout simplement pas les amener aussi près du combat que vous l'auriez cru possible auparavant. Mais encore une fois, c'est l'ensemble de ces éléments, et il n'y a aucun doute sur la volonté de les employer sans jamais être inutilement provocateur. Et puis, avec le temps, essayez de construire la relation. Vous savez, la relation la plus importante au monde est celle entre les États-Unis et leurs alliés et partenaires, et la Chine. Et nous devons nous assurer qu'il y a une communication constante à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Que s'est-il passé lorsque ce ballon espion chinois a survolé les États-Unis, lorsque le Pentagone a décroché la ligne directe avec Pékin? Et personne n'a répondu? Il faut avoir des moyens de communication, surtout s'il y a une crise inattendue de quelque nature que ce soit. Et il doit y avoir une base dans la relation des garde-fous et tout le reste. Et j'espère qu'il y aura un sommet entre le président Trump et le président Xi avant la fin de l'année. Probablement en marge de l'un des rassemblements qui ont lieu chaque année. Donc, c'est l'approche à adopter. Encore une fois, je pense que c'est à nouveau la relation la plus importante au monde. Si vous considérez les États-Unis comme le gars qui fait tourner beaucoup d'assiettes en même temps dans un cirque, et vous avez de l'aide de la part d'alliés et de partenaires pour un certain nombre de ces assiettes de façon sélective, et il y a plus d'assiettes sous ce chapiteau de cirque maintenant qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Ce sont tous des défis, des problèmes. Encore une fois, des guerres, des menaces imminentes, des problèmes persistants, etc. Sous ce chapiteau, une assiette dépasse en taille toutes les autres réunies. Et c'est celle qui représente la relation entre les États-Unis, l'Occident et la Chine. Nous devons donc lui accorder la priorité. L'administration précédente appelait cela la menace principale. Je pense que c'est une description exacte. L'administration actuelle, le sous-secrétaire à la politique, est très concentrée sur ce pont. Colby, il m'est arrivé de lui rappeler lorsqu'il n'était plus au gouvernement que cela devait absolument être la priorité. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'Ukraine ou encore nos partenaires au Moyen-Orient. En fait, si vous ne les aidez pas, si vous fixez une ligne rouge en Syrie qui n'en est finalement pas une, franchement, si vous quittez l'Afghanistan alors que ce n'est pas nécessaire, quand vous n'aviez pas perdu un seul soldat au combat depuis 18 mois et que le coût était minime pour un budget de 850 milliards de dollars, quand vous faites ça, ça se voit, je pense. Cela a en fait amené la Russie à croire que les États-Unis ne réagiraient pas aussi fermement que nous l'avons réellement fait à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Donc je pense que cela a effectivement sapé la dissuasion à plusieurs égards, malgré tous nos efforts pour éviter cela. Y compris Bill Burns, directeur du renseignement et ancien ambassadeur à Moscou, qui le connaissait bien et lui transmettait ces informations. Vous savez, ne vous méprenez pas là-dessus. Et ils ont quand même poursuivi cette invasion. Et il s'est avéré qu'ils avaient fait une erreur de jugement colossale sur leurs capacités. Ils ont surestimé leurs propres capacités et complètement sous-estimé celles des forces ukrainiennes. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne.
Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. Ainsi, nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube, en cliquant sur le lien en description, ou sur la fiche à l'écran.